à toutes, et si vous prenez l'écoute de TF1 en ce moment, eh bien bienvenue à Interlagos au Brésil pour ce Grand Prix qui donne le coup d'envoi de la saison 1994. Je salue Johnny Rive à mes côtés, Pierre Van Vliet dans les stands et Alain Prost dans nos studios, les studios de TF1 à Boulogne. Prost, le quadruple, notre quadruple champion du monde. Tout de suite, les enjeux de ce Grand Prix. Eh bien, pour chaque équipe, c'est s'imposer immédiatement parce qu'on sait que les points en début de saison sont toujours plus faciles à acquérir. Au sein de chaque équipe, eh bien, les équipiers doivent marquer leur territoire. Enfin, pour ce qui nous concerne, nous Français, eh bien, c'est l'ouverture d'un duel absolument faramineux, celui de Renault et de Peugeot par Williams et McLaren interposés. Alors, tout de suite, je demande à Alain Prost, tandis que défile la grille de départ, ses premières courtes réflexions sur le déroulement des essais de ce Grand Prix du Brésil. Alain. Bien, personnellement, je ne suis pas vraiment surpris. Je pense que la pole position d'Ayrton avec la Williams-Renault est tout à fait logique. La seconde place de Schumacher aussi, bien que l'écart est relativement faible par rapport au tracé. Normalement, le tracé d'Interlagos, c'est un tracé pour les moteurs puissants, avec la grande montée qui fait office de ligne droite juste avant les stands. Et bien, juste 2-3 dixièmes d'écart, c'est peu. Donc, normalement, en configuration course, on devrait assister à une bagarre encore plus serrée, en tout cas je l'espère. Derrière, Jean a fait certainement un tour comme il en a l'habitude, dont il a le secret, parce qu'être troisième alors que Berger navigue à la 17e place, c'est quand même assez beau, et surtout le resserrement du peloton avec de la 3e à la 13e place seulement en 1 seconde. Ça c'est super, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça en Formule 1, et j'espère que la bagarre des deux premiers ne va pas occulter la bagarre qu'on devrait voir dans le peloton aujourd'hui. Alors merci Alain de ces premiers mots, en tout cas c'est vrai. Johnny Rive tout à l'heure, alors qu'on voit le panneau 1 minute, vous m'avez parlé d'un Grand Prix avec de l'émotion parce que la nouvelle technique, la nouvelle réglementation, l'absence d'antipatinage, le resserrement des performances, les ravitaillements, tout ça va nous donner autre chose finalement. Et puis une redistribution des cartes, on a vu ça aux essais. Lors de la première séance d'essais vendredi matin, Fittipaldi et Blundell collaient aux grands favoris. L'après-midi, il s'agissait de Wendlinger qui collait aux favoris habituels. Samedi matin, ce fut Alboreto et encore Fittipaldi. Pendant la deuxième séance de qualification, il s'agissait de Frentzen et Morbidelli. Ce matin, au warm-up, on a vu Alboreto et Blundell très bien placés, ce qui fait que, bon, si la bagarre pour la première place doit se résumer à un duel Senna-Schumacher, on peut penser que c'est très ouvert pour les places d'honneur. Alors que le team tour de mise en formation va débuter dans quelques secondes, Pierre Van Vliet dans les stands pour un point sur la météo qui a un rôle non négligeable ici. Absolument Jean-Louis, vous savez que les essais d'hier ont été fortement perturbés par une terrible averse. Il y a encore un vent violent. Aujourd'hui, le plafond de nuages est un peu plus haut. Il y a eu quelques gouttes de pluie tout de même, une demi-heure à peu près avant la mise en grille. Donc tout est possible dans ce Grand Prix. On sait qu'on va s'arrêter pour changer de pneumatique au moins une fois, c'est ce qu'on nous dit chez Goodyear, pour ravitailler probablement 2 fois dans la plupart des cas. Et puis bien entendu, s'il pleut, ce sera encore un terrible balai dans les stands avec cette grande première des ravitaillements. Alors tout de suite, pendant que voyez les pneus sont en train de s'échauffer, que vous avez tiens là au premier plan Christian Fittipaldi et puis derrière Alboreto et puis plus loin je crois que c'était Eric Comas, les chiffres, eh bien le warm-up ce matin c'est Senna devant Wendlinger, Alboreto, Blundell, Alesi et Hill. Senna une 18.6, Wendlinger une 18.9, Alboreto une 19.3, Blundell une 19.6 et Alesi une 19.8, alors que Damon Hill lui est à une 19.884. Les chiffres toujours, c'est la 549e épreuve du championnat du monde depuis que celui-ci a été créé en 1950 et on ouvre aujourd'hui la 45e saison. C'est vraiment un moment formidable, un grand moment d'émotion. L'an passé, je vous rappelle que c'est Alain Prost qui avait eu la pole position, mais que la victoire était revenue à Ayrton Senna et le meilleur tour à Michael Schumacher. La piste maintenant toujours sèche, même un petit peu poussiéreuse, mais quand même la météo qui s'obscurcit, qui nous donne un ciel vraiment menaçant, alors que on peut voir toutes les voitures maintenant qui vont bientôt entamer la remontée, ce qu'on appelle le virage de la remontée, pour se placer sur la grille de départ
de ce Grand Prix du Brésil. Alors Jean-Louis, on pourrait peut-être donner des nouvelles de Jean Alesi qui est placé en 3e position derrière Senna et Schumacher, mais pour lequel tout ne se présente pas parfaitement puisque ce matin Berger a cassé son moteur, il a été remplacé, le moteur de remplacement a cassé de nouveau. Pendant ce temps, Alesi avait un ennui avec son propre moteur, non pas pendant le warm-up, mais après celui-ci, et il décidait de prendre le départ de la course au volant du mulet Ferrari, mulet au volant duquel il n'a effectué qu'un seul tour ce matin pendant le warm-up. Alors que la première ligne vient de s'aligner à gauche sur votre écran, eh bien c'est la pole position, c'est Ayrton Senna à bord de sa Williams Renault. À droite c'est Michael Schumacher à bord de sa Benetton Ford, et toutes les voitures vont venir s'ajouter les unes après les autres. La procédure n'a pas changé. Si tous les moteurs sont bien en route à quelques secondes du feu vert, vous voyez que les panneaux là-bas à votre droite vont se retirer. Et bien drapeau vert derrière cette grille de départ, et ce sera le coup d'envoi de la saison. Voilà le préposé au drapeau vert, et là Roland Brunserat va donner le départ du Grand Prix du Brésil. On surveille à droite, à gauche, et c'est le vert, et Alesi prend un départ, pas non. Senna viré devant, mais juste devant au premier virage, avec Alesi et Schumacher dans ses roues. Senna doit être content de voir Alesi dans son rétroviseur. Plutôt que Schumacher, oui bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il va obliger, Alesi va obliger Schumacher à porter une attaque, une offensive. Et il y va tout de suite, Alesi, il n'hésite pas, c'est le cas de le dire. Demoni est en 4e position avec une Sauber Mercedes derrière. Pas d'incident. Voilà, Senna creuse le trou déjà. Senna qui part au grand galop. On arrive bientôt vers la remontée dans ce grand, voilà, ce grand droite qui est très complexe. Vous l'avez vu dans Automoto ce matin. Il s'agit de la portion du circuit sur laquelle la Ferrari est la moins à son aise. La tenue de route, le mec de canard. C'est là où se passent tous les petits incidents, et on va bientôt boucler ce premier tour du Grand Prix du Brésil avec Schumacher qui attaque Jean Alesi. Oui, très beau freinage, mais ça Jean ne pouvait pas espérer, mais il repasse. Il est rentré trop vite dans le virage. Regardez ce que c'est que l'absence d'anti-patinage. Au moment où Schumacher, qui est rentré trop vite, a voulu remettre les chevaux, et bien c'est Alesi qui est repassé devant. Ça c'est formidable. Voilà, on a tout de suite la saison devant nous avec Senna largement en tête. Maintenant, pas largement, quelques toutes petites secondes d'avance. Devant Alesi, alors que notre computer indique Berger. Je vous le dis tout de suite, mais c'est pas bien. 3e Schumacher, 4e Demoni, 5e Frenzen, 6e Hakkinen, 7e Banninger. Une explication, Jean-Louis. La voiture d'Alesi, et c'est la balise d'Alesi qui donne au chronométrage l'explication suivante. Alors Alesi, lui, avait la voiture de Berger puisqu'il avait le droit au mulet qui était calé avec la balise de Berger. Ouais, c'est très compliqué tout ça, mais pour l'instant, ça nous donne un Senna, 2 Berger, 3 Schumacher, 4 Hill, 2 Alesi, pardon, 3 Schumacher, 4 Hill, 5 Frenzen, 6 Hakkinen. Berger n'est pas loin. 7e Banninger, 8e Verstappen, 9e Morbidelli, 10e Barrichello, 11e Katayama, alors que derrière Senna, Alesi et Schumacher sont toujours à coude, et Schumacher ne commettra pas une deuxième fois la même erreur. On va à Paris et on se retrouve dans quelques instants. Retour à Interlagos dans le 5e des 71 tours de ce Grand Prix du Brésil, un Grand Prix qui comptera pour une distance de 307 km et 75 mètres. Retour donc dans le 5e tour avec Senna toujours en tête, devant Schumacher à 3 secondes et 8 dixièmes, Alesi toujours 3e, Hill 4e, 5e Hakkinen, 6e Frenzen, 7e Banninger, 8e Berger qui est déjà bien revenu de sa lointaine place sur la grille de départ. Je vous rappelle que Berger était 17e, c'est dire que les Ferrari ne marchent pas si mal que l'on croit. Senna a pris de l'avance, mais vous savez que le Grand Prix du Brésil et toute la saison 19
1994 se déroule sous le système des ravitaillements et Johnny, ça peut amener quelques perturbations dans ce classement. Probablement, bien qu'on ne sache pas exactement quelle est la stratégie adoptée par les différentes équipes. Celles-ci ont gardé leur projet parfaitement secret, mais il semble que au minimum un ravitaillement, sans doute 2, et peut-être même pour certaines équipes 3, auront lieu pour chaque voiture, donc avec tous les risques que cela comporte, non pas tellement d'incendie, car le système qui a été mis au point paraît parfaitement réglé. C'est un système qui a été étudié pour les hélicoptères il y a une dizaine d'années, qui fonctionne très très bien en aéronautique. Mais concernant la circulation, les embouteillages, les risques d'accrochage dans les stands, avec la présence d'une vingtaine de mécaniciens autour de chaque voiture, on peut craindre certains risques, certains incidents. Alors Senna, voyez, caracole en tête de ce Grand Prix. Je vous signale tout de même qu'il était à 4 secondes et 5 dixièmes, qu'il est passé à 3 secondes 8 et puis à nouveau à 4 secondes 2, c'est-à-dire qu'il contrôle mais il ne s'échappe pas irrémédiablement. Ce qu'on doit contrôler derrière également, c'est que alors que c'est Berger qui s'arrête, et je crois avec un moteur qui tourne sur 10 ou 11 cylindres, enfin pas 12, et il fume. Et il fume, donc puis dans cette position-là, c'est clair que... Pas question de ravitaillement pour Gerhard Berger, vous le voyez, moteur coupé, les mécaniciens poussent sa voiture dans le garage, c'est probablement l'abandon pour l'Autrichien. Oui, très probablement, quand il se gare comme ça en perpendiculaire par rapport au stand, c'est bien le signe qu'il ne va ni ravitailler, ni changer de pneus. En tout cas, en 4e position, il y a Damon Hill, et vous allez voir que derrière Damon Hill, eh bien, il y a plusieurs voitures qui klaxonnent, Frentzen, Wendlinger, Verstappen, Barrichello, Morbidelli, tout cela bien groupé, et c'est bien ce que prévoyait Alain Prost tout à l'heure, c'est-à-dire que derrière l'échappée éventuelle de Senna et de Schumacher, et puis la performance personnelle d'Alesi, et puis bien sûr celle de sa Ferrari pour l'instant, et bien derrière tout le monde, tous les écarts sont bien resserrés. Vous avez Senna à l'image, et pendant que Sa Majesté se promène seul sur les circuits d'Interlagos, nous on va jouer au jeu top position, alors que nous avons Morbidelli et son Arrows à moteur Ford qui est arrêté en panne bien de transmission. Eh bien, écoutez, pour l'instant, top position. Et on revient sur Senna, toujours en tête avec 3 secondes et 9 dixièmes d'avance sur Schumacher, alors que Alesi, lui, est à 10 secondes de Schumacher. Alain, c'est un déroulement, un début de Grand Prix que vous aviez à peu près prévu comme cela. Une réaction? Oui, ça se déroule à peu près comme on pouvait le penser. Schumacher a l'air vraiment d'attaquer au maximum. On l'a vu à un moment limite sur un freinage. De toute façon, c'est l'attaque à outrance pour tout le monde, même si on ne sait pas exactement si les Williams ou Benetton ou Ferrari vont adopter un ravitaillement ou 2 ou même 3. Et on parle même de 4 pour certaines équipes. Peut-être apparemment que Hakkinen et la McLaren vont adopter pour plus d'arrêt que les autres, parce que sa voiture me semble très performante. Il est juste derrière Damon Hill avec l'autre Williams, et ça c'est quand même pour moi une surprise. Par contre, 3 secondes et demie, 4 secondes d'écart entre Schumacher et Senna, rien n'est joué, bien entendu. Apparemment, il a même l'air de revenir un peu. Schumacher vient d'effectuer le meilleur tour en course en 1:18.455 à la moyenne de 198 km/h. Et c'est la preuve que ces Benetton Ford sont tout à fait à la pointe du combat. Derrière Schumacher et Alesi, il est toujours 4e, 5e Hakkinen, 6e Frentzen, 7e Wendlinger, 8e Verstappen, 9e Barrichello, 10e Katayama, 11e Irvine, 12e Blundell, 13e Brundle, 14e Fittipaldi, 15e Pierluigi Martini, 16e Herbert, 17e Comas, 18e Panis, dont c'est le début, je vous le rappelle, 19e Lamy, 20e Alboreto, 21e Brabham, 22e Bernard, 23e Morbidelli, 24e, eh bien c'est Berger qui est arrêté, mais il ne compte pas, alors que là, la Pacifique de Bertrand Gachot. Et ça, c'est Pierre Van Vliet qui va aller aux nouvelles puisqu'il le connaît bien. La Pacifique de Bertrand Gachot est allée faire connaissance avec le décor. Je voulais simplement aussi rappeler que Olivier Beretta s'était arrêté à son stand. D'ailleurs, en dehors d'Alesi, ça ne va pas extrêmement bien pour les pilotes français, puisque Comas, qui est le mieux placé d'entre eux,
place Alesi hors concours. Comas est 17e actuellement alors qu'il laissait entrevoir une performance bien meilleure lors des essais. Il est 17e devant Panis et Bernard est 22e après avoir connu un incident au cours du premier tour, sans doute avec Beretta, car Bernard et Beretta étaient passés attardés à l'issue du premier tour. Nous sommes dans le 9e tour et Schumacher n'est plus qu'à 2 secondes et 4 dixièmes de Senna. Jean-Louis se retire. Oui, Pierre. Oui, pour vous dire que Gerhard Berger a abandonné moteur cassé. C'est une épidémie pour le pilote autrichien chez Ferrari. Ferrari où on se prépare à un premier arrêt de changement de pneumatique et bien entendu de ravitaillement. Il y a gros à parier que ce soit Jean Alesi qui inaugure la série. Eh bien Pierre, je vous conseille de faire attention à vous-même parce que ça risque d'être chaud. On sait d'une part que les mécanos de la Scuderia Ferrari sont ou comptent parmi les plus forts pour les ravitaillements, enfin les changements de pneus, et il y a fort à parier que pour les ravitaillements, il en sera de même. Alors que sur vos écrans s'affiche le classement avec Schumacher avec 2 secondes et 4 dixièmes sur Senna. C'est dire qu'il a pratiquement rattrapé la moitié de son retard. Je vous rappelle que Senna se promenait en tête aux environs du 3e tour avec 4 secondes 5, 4 secondes 8 d'avance sur son rival. Et Jean Alesi à l'image avec cette splendide Ferrari qui a retrouvé un peu d'efficacité entre la séance de samedi et puis la séance de qualification de samedi après-midi, mais il y a peu de chances que vous la retrouviez ainsi. En tout cas, c'est sûr qu'à Imola, elle sera radicalement modifiée, je crois, sur le plan aérodynamique. Je crois qu'actuellement, Alesi tient en respect Damon Hill, malgré les difficultés de tenue de route qu'il peut avoir. Reste à savoir si cet avantage est dû au fait qu'il est parti avec beaucoup moins d'essence que Damon Hill et qu'il envisage de s'arrêter une fois de plus pour ravitailler. On va voir ça dans quelques minutes, d'après ce que nous a dit Pierre Van Vliet. Chez Ferrari, on est prêt à le recevoir. Alors que Senna... on annonce à Jean Alesi par le panneau du stand que Berger a abandonné, ce qui signifie évidemment que le stand Ferrari sera libre pour Jean. Alors que Senna a dépassé un premier attardé et je me demande si ce n'est pas Eric Bernard. C'est Eric Bernard qui prend un tour. C'est la Ligier par rapport à la Williams, mais il ne faut pas en vouloir à cette équipe Ligier qui a beaucoup de courage d'être revenue jusque-là dans l'incertitude qui la concerne, et on sait que c'est la voiture de l'an passé avec quelques rares modifications. En tout cas, Senna est toujours en tête avec 1 seconde et 8 dixièmes, encore une seconde de gagner pour ce diable de Schumacher. Vraiment mes amis, la saison part sur les chapeaux de roue, alors que nous avons une petite voix parasite dans le micro, mais ici on est au Brésil, alors on peut pas tout savoir. C'était Gerhard Berger, Jean-Louis. C'était Gerhard Berger qui confirmait ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, alors c'est pas une voix parasite, excusez-moi. Berger nous parlait d'un moteur cassé. Absolument, le 4e pour lui ce week-end. Oh, très bien. 1er Senna, 2e Schumacher, 3e Alesi, 4e Hill, 5e Hakkinen, 6e Frentzen, Johnny, qui en est lui aussi à son premier Grand Prix. C'est un débutant formidable. Un débutant de qualité que le jeune Allemand, et qui est, paraît-il, extrêmement doué pour piloter sous la pluie. Un petit peu les qualités qu'on reconnaît à quelques rares pilotes, et paraît-il, Frentzen, d'après ce qu'on nous a dit autour dans son écurie, faisait des exploits il y a quelques saisons sur les Mercedes dans les courses d'endurance sous la pluie. Alors que Frentzen est 6e, Wendlinger 7e et Verstappen 8e. Verstappen qui lui aussi pour son premier Grand Prix, je vous le rappelle, il a 23 ans. Et bien Verstappen ne laisse pas sa part au chien. L'écart entre Senna et Schumacher en tête est passé à 2 secondes et 3 dixièmes. Une demi-seconde de gagné pour Senna. Alors que Alesi est toujours à la charge comme le taureau furieux qu'il est. Il roule dans sa poche, Alesi. Il est à 18 secondes de Schumacher devant. Il a 4 secondes d'avance sur Damon Hill. Donc il roule en solitaire. On a juste entreaperçu Damon Hill là-bas tout au loin derrière l'aileron de cette formidable Ferrari. Très très belle en tout cas, mais qui devrait gagner un petit peu en efficacité. Alors, il faut quand même faire le point sur nos amis des McLaren Peugeot. Ils sont pour l'instant 5e et 13e Brundle, à moins qu'il ait gagné une place lors du dernier tour. Non, ce n'est pas encore fait, il est 12e.
Mais Hakkinen se situe dans le peloton de chasse, il talonne Damon Hill. Oui, et il est bien absolument. placé il est en embuscade pour finir sur le podium s'il soutient ce rythme jusqu'au bout de la course, car le grand espoir de l'équipe Peugeot, c'est de terminer. Aujourd'hui, c'est pas tellement de faire un exploit en arrachant une place parmi les toutes premières, c'est de terminer. Mais comme le dit Jabouille, si nous terminons, fatalement, nous serons bien placés. Bien sûr. En tout cas, on le souhaite parce que l'équipe Peugeot a amené 4 de ces derniers moteurs, les fameux A6, et que ça fait peu naturellement et qu'on a monté ces moteurs pour la course, les deux autres ayant donné quelques soucis d'accélérateur. Johnny, un point sur le classement. Et alors, pour en revenir à Brundle, eh bien Brundle vient de gagner une place au détriment de son vieux compère Blundell. Ils couraient tous les deux ensemble chez Ligier l'année dernière, ils sont très amis, très liés, et ils sont en pleine bagarre. Brundle était revenu sur les talons de Blundell, il vient de le passer. Alors que là, il y a le duel fratricide entre Hans-Harald Frentzen avec le numéro 30 et derrière lui à un quart de dixième de seconde Wendlinger, le chef de file de l'écurie des Sauber Mercedes. Les Sauber Mercedes qui sont donc 6e et 7e. Alors vous parliez de Brundle et de Blundell. Blundell, il est en 13e position et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu les McLaren, les Tyrrell si bien placés. Et il y en a une qui est encore mieux placée, le japonais Katayama qui provoque une certaine surprise. Il est 10e. Cette année, les Tyrrell ont été confectionnés sous la direction des deux ingénieurs miracle, magique, auxquels Jean Alesi devait ses débuts brillants en Formule 1 lorsqu'il était chez Tyrrell. Il s'agit de l'anglais Postlethwaite et du français Jean-Claude Mignot. C'est eux qui ont réalisé la dernière Tyrrell. Et une réussite apparemment, puisque cette Tyrrell, contrairement à l'année dernière où l'équipe Tyrrell n'avait pas pu marquer un seul point dans toute la saison, eh bien cette année l'équipe Tyrrell se place parmi les outsiders possibles. Il est incontestable que les progrès sont venus de Tyrrell Yamaha. Et puis, attention, Pierre. Oui, c'est un arrêt. Ravitaillement de Hakkinen. De Hakkinen avec la McLaren Peugeot. Incontestablement, c'est vrai. Le chronomètre est en route. 14 secondes, 15 secondes. Ah, il coupe le contact, il y a rentre problème. la voiture. Un peu comme pour Berger, voilà l'image. Et il vient de se passer quelque chose qu'on ne devrait pas avoir, en tout cas plus voir, c'est un mécanicien qui traverse. Quand on est sur le mur des stands maintenant, on n'a plus le droit de traverser de l'autre côté. J'en reviens donc aux Tyrrell Yamaha et aux Arosa Motorsport pour dire qu'elles ont effectué des progrès, mais tout de même, Johnny, en termes de c'est quand même, il faut le dire, la technologie de Williams et surtout la haute technologie de Renault qui est toujours au devant. 2 secondes et 1 dixième d'avance pour Senna devant la Benetton Ford de Michael Schumacher. Là, Williams Renault tient ses promesses. Williams Renault dont vous avez vu de nombreuses fois les essais dans Automoto, et vous savez qu'elle est particulièrement révolutionnaire dans le domaine de l'aérodynamique et du train arrière. Et si elle peut être révolutionnaire à ce point-là, eh bien c'est notamment grâce à Renault qui a su faire énormément d'efforts sur son moteur. Alors que là nous avons Wendlinger aux prises avec Verstappen. Décidément, Wendlinger, il envoie de dur le pauvre Karl, que nous aimons beaucoup par ailleurs, parce qu'il est déposé par Frentzen, son équipier, et voilà que ce genou là de Verstappen, 23 ans, est en train d'essayer de s'agripper à lui. Ça nous donne un duel très intéressant, et ceci pour la 6e place. Et si Verstappen rentre dans les points, ce qui est le pari de Flavio Briatore, le patron de l'écurie Benetton Ford, eh bien ce sera quand même une très très jolie performance. Alors belle tenue d'ensemble des Sauber, puisque les Sauber, après l'abandon de Hakkinen et de la McLaren Peugeot, occupent les 5e et 6e places, si bien que dans un classement somme toute classique, puisque les Williams et les Benetton emmènent la course, que Ferrari est bien placé. Je suis avec Mika Hakkinen. Oui, Mika Hakkinen qui vient d'abandonner. Mika, what happened? In high-speed corners I got problem to engine, it just didn't go anymore, it stopped. Big misfire, I would say, and now we're just trying to find out what's wrong. Okay, you had a very impressive debut with Damon Hill. Ok, bon, très déçu Mika Hakkinen, avec un problème de moteur, vous l'avez entendu. Oui, un court-circuit. Voilà, un problème de... ça ratatouillait un peu, et puis dans un grand virage, tout s'est arrêté. Alors que je crois que c'est Olivier Panis qui n'avait pas vu
Ayrton Senna dans ce fameux petit virage qui a beaucoup coûté à Senna. Alors que Brundle est au stand et on va le voir. Et top. Et il s'agit là d'un véritable ravitaillement cette fois pour la McLaren Peugeot de Martin Brundle, ce qui confirmerait que la tactique chez McLaren est de multiplier les ravitaillements. C'est parti pour Brundle sans problème. Eh bien mes amis, voilà le premier ravitaillement historique. 10 secondes 3 pour la McLaren Peugeot de Brundle et attention à la sortie. En tout cas, on peut féliciter Brundle d'avoir bien relancé sa machine. Il dispose d'un embrayage commandé à la main, sous le volant, un petit peu comme un embrayage de moto. On débraye, on embraye avec la main gauche. Et là, malgré tout, quand on est dans le feu de l'action, dans la tension de la course, c'était peut-être pas évident. Ce matin, il a effectué un essai de ravitaillement, il a calé. Là, cet après-midi en course, il est parti très très correctement, sans perdre de temps, sans brutaliser sa machine. Alors que chez Ferrari, on se prépare. Mon cher Johnny, la main gauche ou la main droite? Il y a deux pédales d'embrayage sous le volant. Senna toujours en tête et Schumacher n'est plus loin alors qu'il y a là-bas une Sauber qui est arrêtée. Ça c'est malgré tout aussi la caractéristique de ce Grand Prix du Brésil, c'est-à-dire que c'est le début de la saison et que bon, il faut acquérir cette fiabilité, ce degré de fiabilité qui permet de terminer les courses. Je vous rappelle le dicton de Monsieur Ferrari, pour arriver premier, il faut premièrement arriver. Et apparemment, au plan fiabilité, ce sont les équipes les plus tendres qui ont déjà reçu, puisqu'on a vu un abandon d'une Arose, des abandons d'une Pacifique, d'une Larousse. Ce sont les écuries les plus tendres, les plus jeunes, les moins expérimentées, qui paient les pots cassés. Alors, je voudrais demander à Alain Prost à Paris si cet écart entre Senna et Schumacher, qui est revenu à 1 seconde et 3 dixièmes seulement, est lourd de signification, Alain. C'est maintenant 1 seconde seulement. Alain. J'ai l'impression que Ayrton a été un petit peu gêné à un endroit, mais de toute façon, je crois que Schumacher est un tout petit peu plus vite. C'est peu perceptible, mais il allait en tout cas un peu plus à l'aise au niveau du châssis. Et sur l'ensemble de la course, ça peut peut-être faire la différence parce que à partir de maintenant, il va y avoir deux problèmes. Un problème de tactique de course, c'est-à-dire de ravitaillement, combien de fois ils vont s'arrêter l'un et l'autre. Et puis après, il y aura peut-être un problème physique aussi parce que c'est un circuit, on n'a pas beaucoup parlé, mais très très difficile. C'est le premier circuit de la saison et en plus, il tourne le plus souvent à gauche. Là où les pilotes sont moins entraînés, c'est-à-dire au niveau de la nuque notamment, des contraintes physiques assez importantes. Et donc Schumacher, on sait, est très très physique, très très bien entraîné. À mon avis, un petit peu mieux que Ayrton. Et surtout, sa voiture, si elle est un peu mieux en châssis et un peu plus facile à conduire donc, eh bien sur l'ensemble de la course et notamment de la fin, ça peut faire la différence. Je peux vous dire, Alain, que tous les pilotes se sont attachés le casque du côté gauche, même à Ayrton Senna. Wendlinger a ravitaillé. Pardon Alain de vous avoir coupé la parole. En tout cas, vous avez toujours votre œil d'aigle et ça se voit et ça s'entend. 10 secondes 5 de ravitaillement pour Karl Wendlinger, alors que pendant que Alain Prost parlait, on a revu au ralenti comment et pourquoi Frentzen avait fait un tête à queue. Et le classement maintenant est toujours Senna devant Schumacher à 1 seconde et 46 millièmes. Le troisième étant Alesi à 29 secondes. Le quatrième Damon Hill à 33 secondes. Le cinquième Verstappen à 44 secondes. Le sixième Barrichello à 49 secondes de Senna. Alors qu'attention, voilà le ravitaillement du taureau. Top pour Alesi. Et vous le constatez, tous les mécaniciens sont équipés de tenues ignifugées, de casques. C'est la nouveauté. 94. Ferrari, c'est les meilleurs. 9 secondes et quelques poussières. Alors que vous avez remarqué le sang-froid de Jean Alesi. Formidable Alesi, visière relevée, en train de prendre l'air tout simplement. Là, pas du tout ému le garçon. Alors que là, nous atteignons, c'est Barrichello qui est au stand. Nous atteignons le point crucial de la course, Schumacher, bientôt dans les roues de Ayrton Senna. Ce qui veut dire que le raisonnement de Flavio Briatore et de l'équipe Benetton Ford d'avoir une voiture qui a un peu plus évolué par rapport à la saison passée, mais que surtout on a beaucoup développé pendant de nombreuses séances d'essai, eh bien ce raisonnement est le bon. Johnny. Et alors tous les pilotes qu'on vient de voir ravitailler vont certainement s'arrêter au moins une autre fois avant la fin de la course, et peut-être deux, puisque chez McLaren on avait envisagé l'éventualité de 3 ravitaillements.
Et oui, bien sûr. Et tout de suite, Senna essaye de reprendre du large. Alors, moi je crois que si c'est prêt à Paris, on se retrouve tout de suite après ce message, mais très vite. Retour dans le 22e des 71 tours de ce Grand Prix du Brésil qui tient réellement toutes ses promesses, puisque Senna a ravitaillé Schumacher en même temps. Le troisième est Demanil, le quatrième Katayama, vous imaginez, alors que là la guerre fait rage. Voilà le ravitaillement, 7 secondes 8 pour Williams-Renault. Et voilà la Benetton Ford qui démarre par la même occasion. Alors tout de suite une constatation, on avait dit, nous voilà de retour sur le direct, on avait dit Johnny que Williams-Renault n'était pas très pointu dans les ravitaillements en 7 secondes 8. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe dans les arrêts de ravitaillement tels qu'ils sont conçus maintenant, c'est que vous avez plus de temps pour changer de roue, étant donné que pour ravitailler en 60, 70 litres, 80 litres d'essence, il vous faut 10 secondes, ce qui laisse amplement le temps aux mécaniciens chargés de changer les roues, de changer 4 roues. D'habitude, Ferrari et McLaren mettaient 5 secondes. Chez Williams, c'était plutôt 8 et 9. Ben là, en 10 secondes, ils changent les roues et tout le monde est situé à un niveau à peu près identique. Et voilà maintenant le nouveau classement. C'est Schumacher en tête avec, le voici, avec Ayrton Senna. 2 secondes et 5 dixièmes derrière. Alors là, Alain Prost à Paris, vous êtes dans la position de Senna à bord de cette Williams-Renault. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, depuis le début, vous savez, je crois qu'on assiste à une course d'attaque. On a vu les deux premiers, on a beaucoup parlé d'eux depuis le début. On a parlé un peu de ceux qui sont derrière, mais regardez par exemple Verstappen, le coéquipier de Schumacher. Blundell. Oui. Et puis Damon, le coéquipier d'Ayrton Senna, qui se retrouve maintenant à presque 25-30 secondes. C'est énorme. Donc c'est une course d'attaque. Et là, de toute façon, oui, Blundell est sorti à un endroit très très rapide, à fond de 5e. Et il a laissé les... Et donc, on a vu que de toute façon, Schumacher était un petit peu mieux en châssis. Donc, je crois que l'écart de toute façon est très faible entre les deux voitures. Ils se sont arrêtés au même moment, donc on sait maintenant qu'ils ont à peu près la même quantité d'essence, ou qu'ils avaient de toute façon la même quantité d'essence au départ. Je crois que la physionomie de la course va rester à peu près la même avec un leader différent. Et derrière, c'est vraiment le trou. Et heureusement qu'ils sont tous les deux très très proches pour nous offrir du spectacle. J'espère que ce sera comme ça toute la saison. Et bien justement, derrière, on y va tout de suite. Un Schumacher, 2 Senna à 3 secondes et 3 dixièmes. 3 Hill à 19 secondes. 4 Alesi à 43 secondes. Et 5 Katayama à 44 secondes. C'est-à-dire qu'il est à 1 seconde d'Alesi. Il n'a pas fini Katayama. Pour dépasser la Ferrari, ça va être dur. 6e Martini, 7e Benninger, 8e Barrichello, 9e Comas avec ça Larousse qui est revenu jusque-là. 10e Herbert, 11e Brundle, 12e Irvine, 13e Verstappen, 14e Lamy, 15e Panis. Je crois, Pierre Van Vliet, que vous étiez dans les stands avec Gachot alors qu'on a vu Senna allumer ses roues. Ça va plus du tout. Il a manqué la corde. Et il y a des éclats partout de la tirelle de Blundell. Mais quand tout le monde aura découvert la piste, et bien quand tout le monde aura découvert cela, eh bien ça rentrera dans l'ordre. Pierre, si vous êtes dans les stands avec Bertrand Gachot, très vite. Oui, avec Bertrand Gachot, il y a eu pas mal de petits problèmes à l'arrière du peloton. Bertrand à tête à queue de Ligier, puis Beretta qui vous emmenait dehors. Oui, il m'a récolté au passage, il est parti en tête à queue. Moi j'étais vraiment parti pour une course sage. Et bon, c'est la malchance. J'étais un peu surpris de la manœuvre de Beretta parce qu'il a freiné, il a paniqué si vous voulez quand il a vu la Ligier partir en tête à queue. Et évidemment c'était la catastrophe derrière. Voilà, merci Bertrand. Pas mal de petits problèmes, vous l'entendez, pour le pilote français dans la queue du peloton de ce Grand Prix en début de course. Gachot, vous aviez 32 Grands Prix, cher ami, et Beretta n'en a qu'un à son actif pour l'instant. À la Prost à Paris. Oui, on a vu Senna qui a un petit peu de problème en ce moment pour suivre Schumacher. En réalité, le test, c'est Damon Hill qui, pour la première fois depuis très très longtemps, n'est pas vraiment en compétition pour la première place. On le voit loin de Senna. Si vraiment il était plus à l'aise, ça prouverait que Senna pourrait aller beaucoup plus vite. Donc je pense qu'Ayrton est à la limite, aussi bien d'ailleurs que Schumacher, et qu'il aura du mal à la régulière à revenir vraiment dans les roues de la Benetton, qui me paraît très à l'aise au niveau châssis. Il faut quand même reconnaître qu'il y a un écart de puissance moteur, normalement sur ce circuit,
qui est aussi un circuit très bien pour les moteurs. Toute cette partie que l'on voit ici, à partir de maintenant, on voit Senna à l'image, c'est une grande montée, donc la performance du moteur, le couple, la puissance maximum devrait faire une différence plus grande par rapport à la Benetton. Et malgré tout, de l'expérience, de ce qu'on a pu voir depuis plusieurs saisons maintenant, le châssis est aussi très important, surtout pour le confort du pilote, et là ça va être dur pour Senna. Eh bien, en tout cas, Alain, ce que vous venez de nous dire, c'est tout simplement que c'est un retournement de situation après des périodes géantes telles que nous en avons connues. Eh bien, peut-être que Benetton Ford maintenant va connaître sa période de prospérité. On espère pour eux qu'elle soit grande d'ailleurs. Johnny. Alain, je voudrais connaître votre analyse de la relative contre-performance de Damon Hill. Est-ce que vous pensez que l'absence d'assistance au pilotage automatique sur les voitures cette année le met plus en difficulté qu'il n'était l'année dernière au volant de la même voiture? J'en suis absolument persuadé. Je pense qu'il y a quand même peut-être un petit problème psychologique. J'avais dit à Damon en fin de saison dernière, j'avais essayé de lui donner un petit conseil en lui disant d'être très fort psychologiquement pendant l'hiver, notamment pendant les essais, et puis bien entendu dès le premier Grand Prix. Apparemment il a eu beaucoup de petits problèmes pendant les essais hivernaux, mais surtout je l'ai vu au mois d'octobre dernier conduire pour la première fois une suspension passive, c'est-à-dire à ressort. Et d'habitude, en fin de saison dernière, il était relativement proche de moi, surtout sur certains circuits. Et là, tout de suite, dès qu'on a eu ce type de voiture, l'écart s'est agrandi à Estoril, alors que j'avais décidé de prendre ma retraite. Il y avait une bonne seconde d'écart. Il était beaucoup moins à l'aise. D'abord, il n'a aucune expérience, il n'avait aucune expérience de ce type de voiture. Il l'a conduit en Formule 1. Avec la Williams, donc sa première voiture de Formule 1 très compétitive, que des voitures à suspension active. C'est lui qui a développé la voiture depuis 2-3 ans. Et là, il se retrouve dans un domaine complètement différent où il faut lui-même régler sa voiture, l'optimiser. Et des pilotes comme Senna, bien entendu, ont beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de facilité à régler cette voiture. Donc je crois que ça s'explique beaucoup par ça. Donc Alain, on peut en conclure que les décisions de la fédération de supprimer les assistances au pilotage vont dans le bon sens. Le pilotage devient plus difficile, les grands prix sont plus sélectifs. Exactement, le pilotage, mais aussi le réglage des voitures. Car avant, c'était un peu une discussion entre technicien et pilote. Mais très souvent, le technicien, surtout l'électronicien, celui qui avait conçu et adapté la suspension active à la voiture, était capable pratiquement de régler la voiture. Alors qu'aujourd'hui, c'est le pilote qui doit mettre au point sa voiture. Et on peut voir des réglages de voiture entre deux coéquipiers complètement différents avec ce type de voiture, alors qu'avant, avec les suspensions actives, tout était relativement banalisé. Eh bien, retour à la course dans le 27e tour, alors que Schumacher est toujours en tête. Et pour confirmer ce que dit Alain, eh bien Senna est à 4 secondes et 9 dixièmes, c'est-à-dire près de 5 secondes entre la Benetton Ford de tête que vous avez à l'image et puis la Williams-Renault. Le troisième étant Damon Hill à 30 secondes de Schumacher. Le quatrième est Jean Alesi à 55 secondes. Le cinquième, le petit Pierluigi Martini. Le sixième est Van Linger. Le septième, Barrichello. Et puis à partir du huitième, qui n'est autre que Martin Brundle sur la McLaren Peugeot, eh bien on est à un tour. Urban est 9e, Verstappen 10e, Comas 11e, Herbert 12e, Katayama 13e, Lamy 14e, Panis 15e sur la Ligier Renault. Le 16e est David Brabham, le 17e notre ami Eric Bernard sur la deuxième Ligier. Et puis ensuite, eh bien c'est fini, Blundell, Fittipaldi, Frenzen, tout ce beau monde en même temps qu'Hakkinen a abandonné. Et puis vous avez vu également Alboreto. Et la grande sortie de piste, eh bien ça a été, alors que Schumacher a du mal à tailler la route dans le peloton, eh bien c'était celle de Mark Blundell. Et voilà Schumacher qui va déposséder deux pilotes en même temps, non un seul. Il s'agit des deux Jordan. Oui, absolument, absolument. Schumacher toujours dans son cavalier, je ne dirais pas seul, mais il le sera bientôt. En tout cas 4 secondes d'avance sur Ayrton Senna. Et quand même, franchement, c'est un monde nouveau qui s'ouvre à nous en cette période de nouvelle Formule 1, parce que je crois, Johnny, qu'on peut appeler ça la nouvelle Formule 1. On peut l'appeler, Jean-Louis. Alors, on est toujours sur Michael Schumacher en train de, je disais, dépasser ou prendre un tour à un groupe d'attardés. Pierre Van Vliet dans les stands. Oui, Jean-Louis, on parle stratégie. Déjà, Senna s'est arrêté il y a un bon moment. Damon Hill, toujours pas. Et chez Williams Renault, visiblement, on attend probablement un seul ravitaillement pour Damon Hill, 2 pour Senna. On met ses œufs dans différents paniers pour mettre la pression sur Benetton, où seul Schumacher peut briguer la victoire pour l'instant.
Ah Pierre, il va falloir que vous portiez garant du nombre d'arrêts maintenant. Attention, vous devez avoir votre chronomètre en main et votre carnet et votre crayon, car il faut noter tout ça. C'est de la toute première importance. Pendant ce temps-là, nous, on va faire un petit point avec le jeu de top position. Retour sur Schumacher, bien sûr, toujours en tête. Alors, quand même, Johnny, il y a une bagarre extraordinaire qui s'amorce entre ces deux écoles. Hein. Je le répète, l'une c'est celle de la nouveauté avec le V10 Renault, dont on sait que c'est le meilleur moteur du monde. Et puis, cette école du développement, si je puis dire, de la Benetton, qui est une large évolution de la voiture de la saison passée, mais je le disais, très bien rodée, puisqu'ils ont été les premiers à la mettre sur les roues, cette Benetton B194, et qui a effectué de nombreux essais. Et qui dispose également d'un tout nouveau moteur Ford, oui. Car s'il s'agit toujours d'un V8, il s'agit d'un V8 d'une architecture différente du précédent HB7 dont disposent les écuries privées comme Footwork, comme Larousse et comme Minardi. Là, Schumacher et Verstappen chez Benetton disposent d'un tout nouveau moteur qui a gagné 1000 tours en régime maximum par rapport au précédent et qui apparemment, bon, et évidemment il est derrière le Renault qui est le plus puissant de tous, mais il est en progrès très net sur le HB de l'année dernière. Alors justement, pour marquer ces changements, eh bien, sur la Williams Renault qui évolue devant vous, tout d'un coup, alors que cette voiture, depuis qu'elle a été sortie, elle est sortie avec des amortisseurs Öhlins, qui sont de marque suédoise, et puis ici pour San Paolo, on a choisi des amortisseurs Penske. Penske a refait tout le système de suspension de cette voiture. Devinez ce qu'on a fait pendant ce temps-là chez Benetton. Eh bien, chez Benetton, on a des amortisseurs à gaz, avec une réserve de gaz, c'est pareil, c'est simple, le gaz, au lieu d'être dans le corps de l'amortisseur, est à côté. Eh bien, pour peaufiner la suspension, on a 7 réserves de gaz différentes, d'une contenance différente. C'est vous dire le souci du détail dans l'amortissement de cette voiture, mais ça on ne peut le faire qu'avec des voitures et des châssis extrêmement connus, d'où le raisonnement de Benetton de mettre sur place, sur route, des voitures très développées. Et on ne peut le faire qu'avec une équipe technique extrêmement pointue, ce qui est le cas des écuries Williams, Benetton, Ferrari et McLaren. On est dans le 31e tour de course, il en reste 40. Je vous rappelle que ce Grand Prix du Brésil compte 71 tours, ce qui fait une distance totale de 307 km et 75 mètres. Et dans ce 31e tour, eh bien, Schumacher est à 5 secondes et 1 dixième d'avance sur Senna, alors que pour l'instant, Hill et Alesi sont loin derrière. Hill est à 37 secondes et Alesi, lui, pour rattraper Damon Hill, eh bien, devrait couvrir la bagatelle de 22 secondes. Justement, Damon Hill, le voilà. Alain Prost tout à l'heure a fait une réflexion vraiment percutante à propos de Damon. Il avait livré 2 grands prix, je crois, sur une voiture normale à suspension classique, une vieille Brabham Judd, avant de découvrir vraiment et de prendre son essor sur les voitures à suspension active. Eh bien, cela se mesure aujourd'hui. Alain, je ne peux pas m'empêcher de vous demander si vous n'éprouvez pas tout de même un petit regret de voir tout cela. Vous qui étiez avant le spécialiste des suspensions actives, le grand spécialiste de la mise au point des voitures à suspension passive. Oui, c'est sûr que c'est une catégorie de voitures que je préfère. Tout le réglage, la mise au point, vraiment d'une manière très très méticuleuse, c'était un peu plus pour moi. C'est vrai, une suspension active, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se réglait plus avec les techniciens. Mais vous savez, je suis un passionné de course automobile, passionné de Formule 1 et je suis très bien dans ma position aujourd'hui. Et tu le fais très plaisir. Et l'on revient sur Michael Schumacher, Johnny. Qui a l'air de contrôler la course parfaitement, puisque au moment des dépassements d'un groupe d'attardés, il avait perdu un petit peu de terrain sur Senna qui était revenu à 2 secondes et demie de la Benetton. Et puis petit à petit, Schumacher recrée l'écart. Il est passé à 5 secondes et demie maintenant, 5 secondes 6 exactement. Apparemment, il maîtrise bien les efforts de Senna. Et nous sommes avec Jean Alesi et cette Ferrari qui mène toujours bon train. Là, vous savez, il y a des jours de chance dans les Grands Prix. Ce n'était pas visiblement le Grand Prix de Berger que ce Grand Prix du Brésil, alors que Jean, bien pour l'instant, je croise les doigts pour lui,
eh bien, semble tenir la cadence. Et puis, eh bien, si les choses restent là, il sera 4e. C'est tout de même un encouragement. Et on sait, c'est Jean Todt qui nous l'a confié, que chez Ferrari, on travaille 15, 18, voire 20 heures par jour sur des journées qui n'ont que 24 heures. Vous voyez que l'arrivée de Jean Todt chez Ferrari, eh bien, ça a mis ce coup de pouce nécessaire, cette réorientation complète de l'exploitation, de la conception et de la fabrication de la grandissime Scuderia Ferrari, qui a un compte à régler avec l'écurie McLaren. Vous savez que en gagnant à Adélaïde l'an passé en Australie, eh bien, McLaren a gagné sa 104e victoire, et jusque là, eh bien, c'était Ferrari qui en avait 103, qui était en tête de ce record tout à fait officieux, dois-je le préciser. Ferrari qui est placé maintenant en 4e position derrière donc deux Williams et derrière la Benetton de Schumacher. Mais peut-être que pour les grands supporters de Ferrari, c'est peut-être un petit peu insuffisant cette position-là. Jean Alesi compte 1 minute et 7 secondes de retard sur l'Allemand, sur Schumacher. Jean Todt nous disait tout à l'heure avant le départ de la course que des progrès sont prévus, des transformations de la voiture sont prévues, des améliorations d'ordre aérodynamique sont prévues, et que pas à pas, il espère que déjà à Imola, dans un mois, c'est-à-dire pour le 3e rendez-vous de la saison, il espère que les Ferrari commenceront à devenir plus compétitives. Alors qu'on revient à l'image sur Ayrton Senna dans son 34e tour de course, on est bientôt proche de la mi-course. Senna qui est à 6 secondes et 8 dixièmes de la Benetton Ford de Schumacher, qui caracole en tête. Je crois peut-être que si, je dis bien si, il arrivait des petits problèmes à Schumacher, eh bien je pense que chez Benetton on regrettera l'absence de Gigi Leto, qui est tenu lui cloué par sa colonne vertébrale encore un peu défaillante, comme l'a dit le professeur Saillant, et qui n'a pas pu reconduire tout de suite, car il aurait été d'un grand secours placé en embuscade derrière Senna par exemple, alors que Verstappen est lui en 9e position. Mais Verstappen, je vous le répète, il a 23 ans et il livre son premier Grand Prix. En attendant, on a Barrichello en 6e position et Brundle pas loin derrière en 7e position, ce qui signifie, Johnny, que Brundle étant là, il pourrait peut-être rentrer dans les points. Brundle est en bagarre avec Wendlinger et Barrichello, tous les trois pour la 5e place. Ils sont groupés tous les trois à un tour de Schumacher, mais en 1 seconde tous les trois, donc c'est très ouvert, et peut-être que malgré le manque de réussite d'Hakkinen, Peugeot va peut-être réussir la jolie performance de marquer des points pour ses débuts en Formule 1. Ce serait très très honorable. Bien sûr, plus qu'honorable même, car chez Peugeot, on a passé le premier moteur au banc d'essai, c'était le 22 décembre, moi je vous rappelle, et ça fait vraiment peu. C'était un moteur V10 à 5 soupapes par cylindre, une version maintenant qui est pratiquement abandonnée, et en quelques instants, eh bien, Peugeot a créé un V10 à 4 soupapes par cylindre. C'est celui qui a débuté officiellement ici, avec, je crois, Johnny, des petits problèmes de câble d'accélérateur. Ça, faut expliquer que Peugeot avait parié la carte de l'accélérateur électronique. C'est interdit maintenant, on le sait. Il faut donc un accélérateur à câble, et je crois que ça crée des problèmes chez Peugeot. Vendredi et samedi, pendant les 2 journées d'essai, aussi bien Hakkinen que Brundle ont connu des ennuis d'accélérateur, qui ne se coupaient pas lorsqu'ils levaient le pied de la pédale d'accélérateur, qui ne coupaient pas immédiatement, et qui, lorsqu'ils enfonçaient le pied sur la pédale, résistaient. Il y avait un petit point dur, donc ils étaient gênés, ils pouvaient difficilement conduire. Et Brundle est allé accomplir 3 ou 4 petits détours dans la pelouse que l'on voit ici. Il n'y a pas eu de gros dommages, mais enfin il fallait nettoyer la voiture, il a perdu du temps, il n'a pas pu accomplir autant de tours d'essai qu'il aurait voulu, mais il est toujours dans la course. Alors qu'on est revenu pas loin du virage du bec de canard avec Frentzen, ce virage que Philippe Alliot nous a dit comme extrêmement, non pas dangereux, attention, freinage au bout, à l'extérieur, ça, pas bien de freiner à l'intérieur, monsieur Frentzen, c'est pas bien du tout. C'est comme ça qu'il a gardé la meilleure position ici, mais en tout cas, ça ne se fait pas. Et je pense que derrière, il va y avoir un règlement de compte. Alors que Brundle vient là-bas d'élargir son virage au maximum. Oui, Philippe Alliot nous parlait du bec de canard. Je veux rappeler que Philippe Alliot est quand même le pilote essayeur de l'écurie McLaren Peugeot, et qu'il a un statut qui lui permet de devenir titulaire éventuellement, Johnny. Oui, c'est bien là-dessus qu'il compte d'ailleurs. Il est là en embuscade, prêt à saisir la moindre opportunité si elle se présente.
rater l'opportunité. Elle ne se présentera pas mieux que si Brundle n'a pas de réussite, s'il commet des erreurs, ce qui n'est pas encore le cas. Toutes les sorties de route dont Brundle a été victime aux essais étaient motivées par ces blocages d'accélérateur, ce qui est une excuse plus que suffisante. Oui, alors On approche de la mi-course, Jean-Louis, et Damon Hill va s'arrêter pour ravitailler au stand Williams dans quelques instants. Oui, alors que je reviens sur ce que je disais, c'est naturellement Wendlinger qui était devant Barrichello. Excusez-moi, c'est très difficile à distinguer ici sur cet écran. Alors que c'est la bagarre ici avec... Oh, attention, attention. Et voilà, oh là 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 là. Oh là 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 là. Mon Dieu, et il s'en sort de justesse, Pouf. Eh bien, Verstappen, il a compris ça, c'est un excès de précipitation et je crois que c'est la Jordan qui est allée un peu trop loin en regardant à droite dans ses rétroviseurs et qui n'a pas vu que à gauche, eh bien, il y avait Verstappen. Eh bien, ça a secoué beaucoup. Voilà Brundle qui était dans les environs. Monsieur le réalisateur, laissez-nous cette image. Plutôt que revoir Schumacher en tête, on sait, on va le voir souvent. Alors que là, voilà, ce carton général. Attention, la voiture de sécurité est en route. Ah, ça, c'est un autre problème. Ici, le commissaire devrait montrer le panneau SC, c'est-à-dire Security Car, alors que l'on dégage tout de suite. C'est peut-être simplement une voiture de secours qui dégage la piste. Oui, mais enfin, quand même, c'est important à signaler. Mais pas la voiture du directeur de la course, apparemment. Il n'y a pas de neutralisation de la course jusque-là, Jean-Louis. En tout cas, oui, c'est vrai. En tout cas, je regarde, les drapeaux ne sont pas déployés. Les drapeaux annonçant la Security Car, la voiture de sécurité. Et il serait bon de revenir sur ce carton, pardonnez-moi cette expression, absolument gigantesque, qui aurait pu tourner au drame et qui, en tout cas, je crois, a impliqué également la McLaren Peugeot. Alors que là, Brundle, voilà, on revient. Alors, Brundle était devant et il a reçu... Il était bien devant, il était bien devant. C'était le dépassement de Barrichello qui n'a pas regardé Verstappen de travers. C'est Irvine, oui, pardon. J'étais en train d'analyser cela. Verstappen, mon Dieu, et il a percuté. C'est Irvine qui déclenche tout. Verstappen, beau sang-froid, il relève sa visière alors qu'il est en train de se promener sur le sable. Extraordinaire, extraordinaire. Eh bien, le cher Irvine, je crois, va la sentir passer parce que justement, dans les nouveaux règlements, ça, on doit faire attention à sa conduite et il est probable que la fédération internationale, eh bien, va s'agiter autour du cas Irvine. Nous allons discuter et vous aussi, on se retrouve dans quelques instants. Retour à Interlagos dans le 41e des 71 tours de ce Grand Prix du Brésil avec un point sur le classement, 1 Schumacher, 2 Senna à 6 secondes et 5 dixièmes, 3 Hill à 1 minute de Schumacher, 4e Alesi, 5e Wendlinger, 6e Barrichello à 1 tour. On en reste là pour aller retrouver Pierre Van Vliet dans les stands. Pierre, un petit point sur les ravitaillements. Oui, le dernier en date, celui de Damon Hill qui est à plus d'une minute maintenant puisqu'il vient de ravitailler chez Williams. On avait attendu un petit peu au cas où la safety car, la voiture de sécurité, aurait pris la piste évidemment. Damon Hill qui est maintenant sans doute à 1 tour de Schumacher avec un ravitaillement à mi-course. Évidemment, Senna et Schumacher vont certainement ravitailler une seconde fois. Alors que nous revoyons ici le ravitaillement de Damon Hill et que nous avons aussi à Paris le magnétoscope qui est calé. Là, c'est le direct. Le magnétoscope qui devrait se caler. Dominique Guimond, est-ce que vous pouvez nous redonner les images, voilà, de cet accident abominable. Bernard devant, Barrichello qui veut dépasser, Irvine, pardon. Verstappen, il ne le voit pas et Verstappen touche, prend appui sur Brundle, largement secoué. Et là, Irvine, qui n'a pas regardé sur son rétroviseur gauche, porte une lourde part de responsabilité. Johnny. Jean-Louis, j'ai l'impression qu'au moment où Verstappen vient heurter la McLaren, Brundle a subi un choc dans le casque. On a vu sa tête prendre un choc et j'espère qu'il n'est pas blessé. On a vu Eric Bernard, accompagné d'un de ses camarades, qui devait être Irvine d'ailleurs en combinaison rouge, remonter vers les stands. Ils sont absolument indemnes, mais j'ai peur que Brundle ait pris un coup sur la tête au moment où Verstappen escalade la McLaren.
Eh bien, c'est la première chose qu'on a vue tout à l'heure pendant le direct, Johnny, c'est-à-dire que c'était un pilote est venu voir exactement vers Brundle qui était debout et qui secouait sa tête, c'est dire qu'il avait pris un gros choc. J'espère en tout cas que vous n'avez pas, vous êtes un oiseau de mauvais augure. J'espère que Brundle va bien. Alain Prost à Paris, grave accident, n'est-ce pas? Oui, ça tient encore du miracle, hein, ce type d'accident, car quand une Formule 1 commence à partir en tonneau, comme c'était le cas pour Verstappen, bien entendu on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est arrivé l'année dernière, c'est arrivé il y a 2 ans avec Ricardo Patrese aussi. Et c'est toujours très très impressionnant. Je ne sais pas si on peut donner une responsabilité sur l'un ou l'autre pilote. Peut-être Irvine n'a pas fait attention, mais j'ai l'impression que Irvine et Verstappen sont arrivés sur la Ligier très très vite et que Irvine a été très surpris de la lenteur de la Ligier au bout de la ligne droite. Et il a donné un coup de volant pour déboîter. À ce moment-là, Verstappen a mis la roue sur l'herbe. Et vous savez, les Formule 1, c'est pas fait pour rouler sur l'herbe. Dans ce cas-là, c'est le tête-à-queue immédiat. C'est un peu faute à pas de chance, mais malgré tout, les 4 pilotes s'en tirent très très bien. Alors, on revient sur le classement. 1 Schumacher, 2 Senna, 3 Hill, 4 Alesi, 5 Wendlinger, 6 Barrichello, 7 Katayama, 8 Herbert, 9 Martini, 10 Comas, 11 Lamy, 12 Panis, 13 Brabham, 14 Brundle, 15 Irvine, eh bien oui, qui n'est plus là, ce qui nous dit donc par conséquent que le Grand Prix du Brésil pour l'instant se borne à 13 voitures et c'est David Brabham qui ferme la marche. On peut souligner la présence de Comas et de Panis dans le classement. Il est plutôt en queue du classement. Comas est 10e à 2 tours et Panis 12e à 2 tours lui aussi. Tandis que pour Jean Alesi qui est 4e, il est séparé de la Williams Renault de Damon Hill qui est 3e par 9 secondes. Donc on va voir comment l'écart évolue entre Damon Hill et Jean Alesi. Et ici Schumacher, toujours leader du Grand Prix du Brésil. Oui, eh bien, et il accroît son avance tout en contrôlant, comme le disait Prost tout à l'heure, 6 secondes et 31 millièmes. C'est dire que nous sommes dans le 44e tour de ce Grand Prix du Brésil et que si le nouveau moteur Ford, celui qui s'appelle le ZTEC R pour Racing, tient le coup, eh bien, n'est-ce pas, Schumacher pourra aller au bout d'une victoire. C'est le moment de faire sur cette image de Senna un jeu top position. Et l'on revient sur la tête de la course, toujours avec Schumacher. Un peu plus loin dans le classement, ça nous donne Hill avec sa Williams Renault en 3e position, une Ferrari en 4e position, une Sauber, celle de Wendlinger, une Sauber Mercedes en 5e position. Là, en 6, la Tyrrell Yamaha de Katayama en 7, la Lotus Honda Mugen de Herbert en 8, la Minardi Ford de Pierluigi Martini en 9, la Larousse Ford de Comas en 10, l'autre Lotus 107 Honda Mugen de Lamy en 11, la Ligier Renault de Panis en 12 et ensuite nous avons David Brabham sur la très jolie Simtek Ford en 13e position. Cette Simtek, on y reviendra bien sûr un jour, alors que Senna, top pour lui dans les stands. Le record à battre pour l'instant, c'est celui de Senna qui a tapé, qui a poussé quelque chose, donc il a dû envoyer sa visière. Ah, il n'a pas battu son propre record, 7 secondes 8. On laisse le moteur. On ne l'a pas entendu très longtemps. Donc le record à battre dans les ravitaillements pour l'instant, c'est toujours celui de l'écurie Williams Renault, 7 secondes et 8 dixièmes. Pierre Van Vliet dans les stands, oui, il va falloir faire le compte maintenant de ces ravitaillements. C'est important pour la fin de la course. Oui, Senna est le premier à ravitailler une seconde fois. Un petit mot pour vous dire que Martin Brundle est indemne également. Ron Dennis vient de nous le confirmer. Il a effectivement été un petit peu choqué dans l'accident, mais là il revient à pied vers son stand. Alors qu'on vient de voir Schumacher effectuer un léger écart. Je me demande là si ce n'est pas un problème de pneumatique éventuellement. Est-ce qu'on serait allé au bout? Est-ce qu'on serait allé au bout des gommes de la Benetton Ford? On va le savoir tout de suite. Attention. Top, ou plutôt on ne le saura pas puisque je pense que voilà, les pneus sont changés. Le chrono tourne, l'homme de tête ravitaille, 7 secondes 4, record battu. C'est à Benetton maintenant. C'est à Benetton, 7 secondes 4.
pour remettre Schumacher sur la piste. Il avait 14 secondes d'avance sur Senna qui s'était arrêté, et on va retrouver les deux hommes pratiquement côte à côte. Damon Hill en troisième position, toujours avec la Williams-Renault, ce qui nous donne pour l'instant une Benetton Ford et deux Williams-Renault et une Ferrari. Damon Hill, dont Alain Prost nous disait tout à l'heure qu'il a du mal à s'acclimater aux suspensions passives, en tout cas aux suspensions dites classiques, alors que je crois, Pierre, à entendre le bruit, ça se précipite dans les stands pour d'autres ravitaillements. Absolument, c'est un petit peu l'heure de pointe. Vous avez vu le leader Schumacher s'arrêter. Là, c'est une Sauber, je pense. Oui, C'est une Sauber, tout à fait. j'espère qu'elle ne vous a pas roulé dessus. Non, mais je suis un peu loin. Vous savez, c'est difficile de passer d'un stand à l'autre puisqu'on n'a pas vraiment accès au pit lane. Oui, il faut le dire pourquoi. Il faut dire pourquoi. C'est une interdiction de la Fédération internationale. Maintenant, les équipes de télévision et les chasseurs d'impression tels que vous, Pierre, devront faire attention où ils mettent les pieds et pourquoi pas se vêtir, comme c'est d'ailleurs la coutume aux 500 miles d'Indianapolis, de combinaison inifugée, ce qui, j'en suis sûr, vous ira très bien. Schumacher toujours en tête et Senna maintenant est loin. Il est à 27 secondes d'avance. Non, Johnny? Non, non, de retard, je veux dire. il faut attendre l'écart. Il est à 9 l'écart secondes. exact, 9 secondes exact. J'ai eu peur, je me disais, tiens, Senna est-il en train de ralentir quelque part sur un coin de piste? Schumacher en tête dans le 46e tour avec 9 secondes et 2 dixièmes d'avance sur Senna. Damon Hill et lui à 1 minute et 33 secondes. Et ces trois hommes seulement, pour l'instant, figurent dans le même tour, puisque Alesi, Barrichello, Wendlinger, Katayama, Herbert et Martini et Comas dans cet ordre sont à un tour maintenant d'écart. Alors que nous revenons ici sur la Williams-Renault du chouchou des Brésiliens, c'est-à-dire Ayrton Senna, et que l'autre Brésilien, Barrichello, est en 5e position, Christian Fittipaldi ayant lui, pour sa part, abandonné. Tout en début de course, sur sans doute un ennui de transmission. Ce qu'on peut dire, Jean-Louis, c'est qu'il reste encore à peu près un tiers de la distance à parcourir et que jamais l'écart entre Schumacher et Senna n'a été aussi grand. Il est actuellement de près de 10 secondes et on va voir, après les derniers ravitaillements de la Benetton et de la Williams et les derniers changements de pneus, on va voir comment ce changement de pneus va permettre à Schumacher et à Senna de faire évoluer leurs positions respectives. Je voudrais demander à Alain Prost à Paris si, à la vue maintenant... Jean-Louis, oui, pardon. Je suis avec Heinz-Harald Frentzen qui avait fait un très beau début de course avec la Sauber. Allez-y. Heinz-Harald, what happened for you? Well, just fun. So, first Grand Prix, very impressive begin, but then a small mistake. Yeah, that's right. Ah, I'm ben very oui, disappointed. une petite faute. Ok, voilà, il est très déçu. Thank you very much, merci. Heinz-Harald Frentzen, on en reparlera certainement. Oui, alors je voulais demander à Alain Prost à Paris si, à la lumière de ce double ravitaillement pour l'instant, puisque les leaders se sont arrêtés 2 fois, ce qu'ils pensaient de la fin de la course. Nous sommes dans le 48e tour et le Grand Prix du Brésil en compte 71. Alain. Bien, c'est sûr que le ravitaillement a un avantage sur le plan du spectacle, mais sur le plan, comme vous dites, de la tactique et de savoir ce qui va se passer pour la fin, ça enlève un petit peu de suspense au niveau de la performance. À partir du moment où les pilotes se sont arrêtés tous les deux fois, ça veut dire qu'ils avaient à peu près 70 litres d'essence dans le réservoir au départ de la course, et donc ils en ont 70 encore maintenant, alors qu'on revoit l'accident, encore 70 maintenant pour la fin de la course. Ça veut dire que la performance des voitures est à peu près identique, donc ça devrait rester à peu près dans les mêmes eaux. Je crois que Schumacher a attaqué du début jusqu'à maintenant. Il devrait garder un avantage assez substantiel sur Senna. Alors Pierre Brandeville, vous qui êtes dans les stands, vous avez la physionomie complète. On peut dire maintenant, tout de même, je croise les doigts, que les ravitaillements ne sont pas si catastrophiques, en tout cas si générateurs de catastrophes qu'on le prévoyait. Non, et on a pris tellement de précautions finalement que ça se passe excessivement bien. Il y a beaucoup moins de monde évidemment dans la ligne des stands qu'auparavant, et même à l'intérieur des garages où nous nous trouvons. Tous les mécaniciens sont équipés, vous l'avez souligné, de combinaisons inifugées. Le mur des stands, qui ici est évidemment assez vaste à Sao Paulo, le petit muret sur lequel se trouvent les directeurs d'équipe. Il y a d'autres circuits où ça risque d'être évidemment un peu plus compliqué, où les stands sont un peu plus exigus. Je pense à Monaco évidemment. Oui, il y a peut-être des endroits aussi où certains
feront carrément l'impasse sur les ravitaillements. Mais nous n'en sommes pas encore là pour l'instant, tout s'est bien passé, pas le moindre incident du côté de ces fameux réservoirs. En tout cas, ce qui est certain également ici à San Paolo, c'est que l'entrée des stands et la sortie sont finalement plus aisées qu'on ne le croit. En tout cas, on ne perd pas beaucoup de temps. Et Jean-Pierre Jabouille me disait il y a peu de temps avant le départ du Grand Prix que ça c'était un élément très important. Ce n'était pas le seul naturellement, mais un élément très important à prendre en compte dans les ravitaillements. Je le répète, c'est donc l'accessibilité aux stands. Et on voit que tous les efforts ont été faits. Malheureusement, on court en Formule 1 sur des circuits qui sont très vieux, construits depuis de longue date. Et bien sûr, il va falloir peut-être modifier un peu cet aspect infrastructure. En tout cas, sur un circuit par exemple comme Monza, qui est le temple de la vitesse en Italie, eh bien, on sait que les stands sont extrêmement rapides. On y rentre, on y sort comme dans un moulin. L'homme qu'on vient de voir ici, c'est Adrian Newey. C'est le créateur de la Williams-Renault FW16. C'est lui qui l'a conçu, notamment ce fameux train arrière, et qu'il nous disait, alors que c'est Barrichello qui est au stand, et il nous disait qu'il avait pensé à ça depuis l'an dernier déjà, ce qui fait quand même pas mal de temps. Oui. Avec Éric Bernard, évidemment, un acteur, un témoin de ce terrible accident, ce carambolage. Éric, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Écoutez, Brundle avait des petits problèmes sur mécanique, il a dû lâcher le pied, ça a été signalé par le drapeau blanc, par les commissaires. Et au moment où j'arrivais sur Brundle, il s'est déporté, donc j'ai été obligé de freiner pour l'éviter. Et derrière, Verstappen et Irvine étaient en pleine bagarre, n'ont absolument pas vu ce qui se passait, je pense, j'imagine, et ils sont rentrés de plein fouet sur Blundell, pardon. Et pour les éviter, je suis parti dans l'herbe, mais j'ai pas pu éviter un tête à queue parce que c'est de l'herbe qui est grasse, ça a été mouillé ce matin. Et malheureusement, j'ai même pas calé, j'ai rien touché, mais je pouvais pas engager de vitesse pour pouvoir repartir, donc j'ai été obligé de couper mon moteur et d'abandonner comme ça. Alors Wein et Verstappen avaient l'air très chaud derrière, Eric, mais vous n'avez pas vraiment bien vu ce qui s'est passé? Non, moi j'ai pas vu parce que j'avais vu préalablement le drapeau blanc signalant que Blundell avait des problèmes, et je pense que Irvine et Verstappen étant en bagarre n'ont absolument pas vu et se sont montés dessus. Et ainsi donc, Eric, ce premier Grand Prix 94, ces ravitaillements, comment ça se passe, comment ça se gère en course? Bah écoutez, j'ai pas eu le loisir de faire de ravitaillement, donc de gestion de course. Tout simplement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de gestion parce que c'est très délicat, surtout aujourd'hui où la pluie menaçait à tout moment. Il est très difficile de faire un choix ou un pronostic. Alors Pierre, je vous coupe la parole parce que là, on a assisté à la punition. Je dois employer ce terme. La punition, c'est Schumacher qui a pris un tour d'avance à Damon Hill, c'est-à-dire que la Benetton Ford, voilà, a pris un tour d'avance complet à la Williams-Renault, et peut-être qu'il faut modérer bien sûr cet aspect-là, mais malgré tout quand même c'est une sanction très dure. Johnny. Et d'ailleurs je me demande si on n'a pas vu un petit échange d'amabilité entre les deux pilotes, parce que Damon Hill n'avait pas l'air de vraiment se jeter sur le bas-côté pour laisser le passage à l'adversaire de son coéquipier, et quand Schumacher s'est hissé à son niveau, eh bien je crois qu'il lui a donné un petit coup de volant pour lui faire comprendre qu'il n'avait pas été dupe. Bon, le bouchonnage n'a pas duré très longtemps, hein, c'est peut-être 1 ou 2 dixièmes de perdu, mais bon, psychologiquement, ça peut avoir une influence, ça peut énerver. C'est de bonne guerre, ça fait partie de la course. Je ne sais pas ce qu'en pense Alain. Oui, justement, je voulais demander à Alain, tout à l'heure vous nous avez parlé de l'inexpérience relative de Damon Hill avec les voitures à suspension passive, mais cela explique-t-il un écart d'1 tour complet entre deux pilotes, bon certes jeunes, mais qui ont quand même de l'expérience, mais surtout 2 voitures dont l'une que vous connaissez très bien? Non, je dirais presque que c'est historique parce que depuis 3 ans, les Williams ont dominé le championnat. Et là, se faire prendre un tour, même par une Benetton superbement bien conduite, c'est quand même incroyable. J'arrive pas vraiment à comprendre. Je sais aussi, sans dévoiler de secret, que la Williams, même l'année dernière, était une voiture déjà très inconfortable à conduire. Ce circuit, comme on vous l'a dit, est un peu compliqué, difficile physiquement, mais ça n'explique pas tout. Par contre, pour revenir à la différence entre suspension active et suspension passive, il y a quand même, au vu de cette course, on a dit que les valeurs étaient resserrées un
petit peu. C'est vrai en essai, mais pour l'instant en course, c'est pas vrai, parce qu'une Williams à un tour derrière une Benetton, ça ne s'est jamais vu. On peut aussi expliquer l'écart de cette importance par le fait qu'avec les suspensions actives, vous savez qu'on peut régler beaucoup de choses dans la voiture. Quand votre voiture n'est pas vraiment très bien, qu'elle a un peu de sous-virage, sur-virage, vous pouvez baisser la voiture, enfin vous pouviez changer le comportement pratiquement du début à la fin de la course au gré de vos possibilités dans la voiture, d'ailleurs dans la ligne droite, c'est ce que l'on faisait le plus souvent. Alors bien entendu, avec ces suspensions aujourd'hui, rien n'est réglable de l'intérieur, donc si vous partez avec une voiture pas très bien réglée, vous subissez ce handicap pendant toute la course. C'est ce qui peut aussi expliquer une partie de ces écarts entre les voitures, parce qu'il y a vraiment deux pilotes au-dessus de tous les autres en ce moment sur ce circuit d'Interlagos. Par contre, je trouve que les écarts sont quand même très importants. Plus d'une minute, 1 minute 30, c'est énorme. À la décharge de Demonil, on peut quand même rappeler qu'il a été privé de la première journée d'essai, un petit peu comme c'était arrivé à Alain Prost au Grand Prix de France l'année dernière. Et être privé d'une journée d'essai, c'est beaucoup, c'est lourd. On accuse beaucoup de retard sur la mise au point de sa voiture par rapport à ses adversaires. Et sans doute que Demonil paie partiellement ce gros incident de vendredi. Vous vous rappelez l'épisode, Johnny, mais ce jour-là, Alain Prost, lui, malgré ce retard dans les essais, avait remporté ce Grand Prix de Saint-Marin. On revient... Non, c'est au Grand Prix de France. C'est au Grand Prix de Saint-Marin où il y a eu un accrochage entre Alési et Prost. Tout au long, et Alain a remporté son Grand Prix de Saint-Marin. Pardon, excusez-moi. C'était Alési et Prost le vendredi matin, et Prost a remporté le Grand Prix de Saint-Marin. Je reviens sur la tête de la course. Schumacher devant Senna à 6 secondes et 2 dixièmes. Hill, Alési, Barrichello, Wendlinger, Katayama sont à un tour. Et donc Alain Prost intervenait sur cet écart. Je dirais ce rebondissement presque qui va peut-être devenir historique dans l'histoire de la Formule 1, à savoir que Benetton Ford ouvre peut-être une brèche maintenant dans le système tenu jusqu'à présent, verrouillé même devrais-je dire, par McLaren et par Williams. Et l'arrivée de 109, c'est toujours quelque chose de formidable, alors que là on voit le panoteur de Michael Schumacher, ce panoteur qui est en même temps le responsable logistique cuisine de l'écurie Benetton Ford. Vous voyez que chez Benetton on peut tout faire. En plus c'est une équipe qui attire beaucoup de sympathie, car on peut vraisemblablement l'affirmer, c'est la seule véritable équipe européenne en ce moment. Johnny. Je vois que l'écart se réduit très légèrement entre Schumacher et Senna. Il était de 6 secondes et demie, il n'est plus que 6 secondes après 3 tours. Bon, c'est peu, mais c'est quand même positif en ce qui concerne le Brésilien, qui doit jeter toutes ses forces dans la bataille. On connaît son orgueil devant son public. Il va tout mettre pour essayer de battre l'Allemand Schumacher, même si la Benetton se montre à hauteur, au niveau des formidables Williams-Renault. Et c'est sur ces profils d'image que l'on aperçoit la spécificité de la Williams-Renault. Vous voyez que derrière la prise d'air, tout cela descend très bas, de façon à dégager parfaitement l'aileron arrière. Et voilà, la Ferrari rescapée, la numéro 27, celle que nous aimons tous beaucoup naturellement. C'est celle de Jean Alési, qui est à un tour lui aussi en 4e position, et il est loin de Demonil. Il est à 35 secondes. Mais Jean nous l'a confié ce matin, il avait retrouvé un certain équilibre sur sa voiture. On sait que malheureusement celui-là c'est le mulet, mais il a dû apporter quand même les réglages qu'il avait déterminés, et il nous a bien dit qu'il allait tout faire pour rallier l'arrivée, ce qui serait un encouragement, nous l'avons déjà dit. En tout cas pour Ferrari, c'est un bien meilleur début de saison que l'année dernière, où il avait fallu attendre de nombreuses courses pour voir les Ferrari placé dans les points. Bon là le Grand Prix n'est pas terminé, il n'est pas certain qu'il marque des points. Actuellement il est 4e, Jean Alési, il est loin de Demonil, il est à 35 secondes de la Williams-Renault placée en 3e position, mais une place de 4e pour Ferrari, ce serait déjà pas mal. Alors que Senna est revenu à 5 secondes de Michael Schumacher. Ça baisse tout doucement. Nous sommes dans le 56e tour de ce Grand Prix du Brésil qui en comporte 71. On va à Paris et on se retrouve après ça. Retour à Interlagos dans le 58e tour de ce Grand Prix du Brésil qui en comporte et Senna qui en comporte 71, et Senna
après un tête à queue qui demande qu'on le pousse leur très mauvaise position. Je crois qu'il est placé juste avant la remontée des stands. C'est le rebondissement de ce Grand Prix du Brésil, le héros local. Voici pourquoi est parti en tête à queue Johnny, il y a une explication. Et j'ai l'impression que l'absence d'antipatinage a un petit peu trahi Ayrton Senna. Dans le virage à gauche qui précède la ligne droite des stands, c'est un raidillon. Les roues arrière se sont mises à patiner, la voiture s'est placée en survirage. Senna n'a pas pu contrôler, n'a pas pu éviter un demi-tête à queue. Il s'est arrêté moteur calé sur le bas-côté. Surprenant de la part d'un garçon comme Senna, de son expérience, de son talent. Et oui, bien sûr, et le triple champion du monde, eh bien, a eu cette difficulté majeure qui pour l'instant le place loin, puisque Schumacher est maintenant en tête de ce Grand Prix du Brésil devant Damon Hill à un tour et Jean Alesi à un tour. C'est assez rare pour être signalé dans les annales. Alain à Paris, est-ce que vous avez une réaction? Bien, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Johnny, il n'y a pas vraiment d'autres explications. En réalité, ce virage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est le virage qui conditionne toute la montée, toute la grande ligne droite. Et c'est bien entendu dans ce virage-là, souvent que se font les meilleurs temps. On doit accélérer le plus tôt possible pour prendre le maximum de vitesse. Et je crois que c'est un tête à queue que Ayrton n'aurait jamais fait avec l'antipatinage. Mais là, on a vu qu'il essayait de remonter, de jeter toutes ses forces dans la bataille contre Schumacher. Et il avait repris à peu près une seconde et demie en 3 tours. Il était à l'attaque et il s'est fait un peu surprendre dès que les roues ont commencé à patiner. Après, comme c'est légèrement aussi en dévers et aussi un peu glissant à cette période de la course, eh bien il s'est fait surprendre. Ça peut arriver, mais c'est l'expérience de ces nouvelles voitures sans antipatinage. En tout cas, Alain, avec Schumacher maintenant qui dispose d'une avance substantielle sur Damon Hill, il y a de quoi contrôler parfaitement la course. Oui, c'est très rare de voir un pilote avec un tour d'avance sur le deuxième. Et là maintenant il n'a plus qu'à contrôler. On avait quand même un petit doute sur la fiabilité de la voiture. Il ne faut pas oublier qu'à la première course, c'est rare quand les voitures sont parfaites du début jusqu'à la fin. Un doute sur la fiabilité du moteur notamment, qui est quand même tout nouveau. Les écuries ont fait très peu d'essais pendant l'hiver, notamment au niveau fiabilité. Beaucoup de performances, mais peu de fiabilité. Ça va lui permettre de lever un peu le pied et d'assurer normalement une victoire pour lui, mais il faut encore attendre. En tout cas, nous avions prévu une météo assez mauvaise et pour l'instant, alors que les spectateurs de São Paulo, ben oui, quittent en masse ce circuit puisque leur idole, lui, est en train de repartir avec la voiture de secours, la Rescue Car, et bien oui, c'est fini pour Ayrton Senna et c'est par conséquent fini pour un certain nombre de polistes qui assistent à ce Grand Prix, les polistes étant les habitants de São Paulo, d'où Ayrton Senna est originaire. Alors, pour vous donner un petit frisson dans le dos, je vais vous parler de ce moteur Ford V8, le Zetec R. Savez-vous, mon cher Johnny, qu'à Silverstone, il tourne à 13 000 tours de moyenne, c'est-à-dire ralentissement, accélération, régime maximal compris. Et à 13 000 tours de moyenne, eh bien, le liquide de refroidissement passe dans le moteur à raison de 409 litres par minute. Savez-vous cela? Et qu'il faut 1 seconde et demie pour refroidir tout le moteur, c'est-à-dire que tout le circuit passe le tour complet. Alors je pense que les téléspectateurs vont avoir peur pour ce moteur V8 parce que ce sont des chiffres qui sont effrayants. Et ça nous donne... Jean Alesi qui fait un appel. Et oui, ça nous donne Jean Alesi en 3e position pour l'instant, donc sur le podium. Et moi je serais à sa place, Alesi, c'est vrai que je mettrais ce qu'il faut. Il est allé loin. Je pense que sur le plan des pneus, le train avant est un peu fatigué. Je pense à cet écart, il a poussé un peu ses roues. Je serai à sa place, en tout cas je fais le maximum pour essayer de rejoindre Damon Hill, si toutefois c'est possible, et si toutefois ça ne met pas en cause ce podium Ferrari qui serait vraiment formidable pour la Scuderia dirigée par Jean Todt. Voilà, c'est après Martinique. Oui, on écoute le 12 cylindres. Voilà, Johnny. C'est après Martinique, Jean Alesi en avait. Martinique, il est un petit peu bouchonné dans le passage sinueux du circuit et dont il s'est débarrassé dans la ligne droite devant les stands. Jean Alesi est maintenant à 43 secondes de Damon Hill. Sauf incident, il ne peut pas revenir du tout sur la Williams. Il reste 10 tours, 11 tours
à accomplir et je crois qu'il va se contenter d'assurer cette belle et inattendue, inespérée 3e place. Flavio Briatore, le patron de l'écurie Benetton Ford, le chef mécanicien Johan Villadelprat à ses côtés. Et un petit rappel historique, c'est au Grand Prix de Hongrie 1989 que Jean Alesi et Pierluigi Martini ont eu pour la première fois quelques arguments un peu vifs. Jean-Louis, chez Williams Renault, évidemment, on fait grise mine, vous l'imaginez. Pas vraiment d'explication technique au tête à queue d'Ayrton Senna. Il était effectivement à l'attaque, les temps autour le confirment. Rien de spécial sur le plan mécanique, mais comme vous l'avez dit, il s'est fait piéger dans ce virage, probablement en raison de son antipatinage, de la difficulté à contrôler la voiture avec des pneumatiques relativement usées aussi. En tout cas, Pierre, à l'orée de ce Grand Prix du Brésil qui donne le coup d'envoi de la saison 1994, nous avons parlé avec Johnny, avec Alain, avec vous, de cette émotion nouvelle sur les Grands Prix de Formule 1. Eh bien écoutez, elle se mesure quand même également dans ce classement actuel au 61e tour, à 10 tours de l'arrivée. 1 Schumacher, 2 Hill, 3 Alesi, 4 Barrichello, 5 Wendlinger, 6 Katayama. Qui aurait pu penser qu'une Tyrrell Yamaha rentre dans les points? 7e Herbert, 8 Martini, 9 Comas, 10 Lamy, 11 Panis et 12 le jeune David Brabham. Des noms sinon nouveaux, de toute façon des noms qu'on n'avait pas l'habitude de voir si haut dans le classement, et c'est quand même un point intéressant des Grands Prix de Formule 1 qui s'ouvrent dans une nouvelle ère. Alors en tête, tout le monde a l'air de se satisfaire de sa position. Schumacher, qui est premier, a réduit très nettement le rythme de son pilotage. Il tourne en 1,19,5, il tourne actuellement en 1,21,7, 2 secondes au tour sous le pied. Damon Hill a adopté un rythme tout aussi calme. En revanche, pour Alesi, c'est peut-être un peu plus délicat parce que Barrichello n'est qu'à 16 secondes de lui. Donc si Jean Alesi peut prendre certaines précautions, il ne peut pas s'accorder quand même de prendre une trop large marge. Oui, vous avez entendu ça, Jean-Louis? Oui. Eh bien, tenez-vous bien, c'est le V10 Peugeot de la McLaren de Mika Hakkinen. C'est pas possible. Alors, pendant le Grand Prix, on continue à travailler, vous le constatez, chez McLaren et chez Peugeot. Et on est parvenu à trouver la panne et à remettre en marche le V10 A6 de la McLaren du Finlandais. Donc c'était une panne vraiment très modeste, en tout cas un tout petit point de fiabilité, et je reconnais bien là Jean-Pierre Jabouille, le directeur de Peugeot Sport, et Jean-Pierre Boudy, le directeur technique, qui ont voulu savoir tout de suite de quoi il s'agissait. Barrichello se rapproche très légèrement de Jean Alesi. Je ne sais pas s'il va le menacer pour la conquête de la 3e place, mais là il est à 15 secondes, il était à 3 ou 4 secondes de plus il y a 2 tours, et Jean Alesi doit mesurer son avance sur le jeune Brésilien et faire avec. En tout cas, ce qui apparaît sur nos écrans de chronométrage, c'est que Schumacher contrôle toujours impeccablement son cavalier seul, cette fois. Il tourne en 1,21,6, 1,21,7, 1,21,5 régulièrement, alors que Damon Hill tourne lui en 1,22 et là, cette fois, 1,23,0, même s'il a été un petit peu gêné dans le trafic, c'est quand même beaucoup, c'est même énorme. Ils en ont sous le pied, Jean-Louis. Oui. Une des surprises de ce Grand Prix, c'est quand même de trouver Katayama, le japonais Katayama en 6e position. Si le classement se stabilise ainsi, Katayama va marquer un point au championnat du monde. Ce sera son premier point au championnat du monde. Et à 3 semaines de disputer une épreuve au Japon, ça va enflammer le public japonais qui trouvera là un nouveau héros. Et il faut noter, Johnny, que Tyrrell n'avait pas marqué le moindre point tout au long de la saison 93. Alors oui, ça remonte à vraiment très loin, extrêmement loin même, puisque Tyrrell n'avait pas marqué. Vous savez à quoi remonte la dernière victoire de Tyrrell? Aux USA à Détroit en 1983. J'ai une mauvaise nouvelle pour Wendlinger qui vient de passer devant les stands dans un bruit de batteuse, la Sauber Mercedes. Je ne sais pas s'il a cassé un échappement ou bien s'il est une panne plus grave, mais j'ai l'impression que Wendlinger a de gros ennuis. J'ai été optimiste pour Jean Alesi. Je le voyais en train de regarder vers l'avant, et bien c'est plutôt vers l'arrière que j'en dois regarder, puisque Barrichello est à 14 secondes et que nous sommes dans le 65e tour. Il reste 6 tours, c'est énorme bien sûr pour Barrichello, mais on va peut-être
y parvenir du côté du Brésil. En tout cas, je ne le souhaite pas, moi, pour notre Jeannot national qui va pour l'instant rejoindre la troisième marche du podium. En tout cas, on lui souhaite 7 tours avant l'arrivée. Et ce qui serait bien, c'est que pendant ces 7 tours, Dominique Guimond à Paris nous remontre un petit peu les 2 épisodes importants de ce Grand Prix du Brésil. Je crois que le premier épisode, ça a été cet accident qui nous a fait tous frémir ici, qui nous a coupé la parole. Soyons clairs, Dominique Guimond, à vous. Voilà, c'était celui-là avec Eric Bernard qui nous l'a parfaitement expliqué. Irvine et Verstappen. Et suivez bien la trajectoire de Verstappen quand il aura perdu le contrôle. Regardez le choc qu'il donne, vous avez vu, au casque de Brundle avec la roue arrière droite de la Benetton. Brundle va avoir mal au cou, même s'il n'est pas blessé, il a certainement souffrir. Et regardez Verstappen qui, tout en continuant de rouler avec 3 roues et une moitié de voiture, soulève sa visière. Pas très ému. Pas ému du tout. Et puis le deuxième épisode, eh bien je crois que ça a été, alors que là nous revenons sur le direct avec Schumacher, en train je crois de déborder peut-être la Simtech. C'est encore une action, un replay, comme on dit en termes de métier, et on tombe sur Senna, dont on va voir lui aussi et pourquoi il a été au décor de cette façon. D'après nos explications, eh bien c'est l'absence d'antipatinage qui a surpris un pilote pourtant de ce gabarit. Regardez, quand il réaccélère, les roues arrière patinent, la voiture se met en travers, il contre-braque, mais pas assez vite, pas assez fort. Et la voiture s'immobilise en travers. Vous n'allez tout de même pas me dire, Johnny, que c'est une erreur de débutant. C'est un triple champion du monde. Mais ça peut arriver, justement. On lui pardonnera tout cela. Il a été surpris. Il a été surpris. Alors que nous sommes maintenant dans le 66e tour de course. Bientôt 67e pour Schumacher. Alors que là, nous avons entreaperçu la rousse de Eric Comas, qui est pour l'instant 9e au classement. Alors que l'ami est 10e et que la Ligier Renault de Panis est 11e. Brabham, lui, fermant la marche en 12e et dernière position. 5 tours avant l'arrivée. Schumacher toujours à tour d'avance sur Damon Hill. Hill avec 38 secondes d'avance sur Alesi en 3e position. Barrichello à 13 secondes d'Alesi. Wendlinger 5e. Katayama 6e. Herbert 7e avec sa Lotus. Martini 8e et 9e Comas. Nous y étions. La Sauber de Wendlinger faiblit mais ne rompt pas. L'Autrichien tourne en 1.23.4, ce qui est assez lent, mais il résiste pour l'instant. Il résiste à Katayama qui roule derrière lui. La Tyrrell du japonais compte 4 secondes 7 de retard. Est-ce que Wendlinger va réussir à rester devant elle au cours des 4 derniers tours de course? Ce sera dur parce que son moteur émet un bruit extrêmement mauvais. En tout cas, nous-mêmes, et sans être chauvin, alors que la Schumacher va déborder Comas pour la 3e fois, nous avons une pensée pour Jean Alesi. Et je crois qu'Alain, dont Jean est l'un des amis les plus chers, doit penser, n'est-ce pas Alain? Vous pensez à Jean? Oui, je pense à Jean, je pense à Ferrari en même temps, bien entendu, parce que ce serait un superbe résultat pour la première course. Vous savez que Ferrari travaille beaucoup, je dirais, au moral. Et bien entendu, s'ils arrivent à accrocher une 3e place au premier Grand Prix, ce serait super dans la mesure où on sait qu'ils vont travailler beaucoup pour les prochains Grands Prix. Et sinon, une contre-performance, après, vous savez, ça pose toujours des problèmes politiques dans la Scuderia. Et c'est bon pour le moral de Jean qui prend quand même un petit peu le dessus par rapport à Berger. Et Alain, ces conclusions nous feront extrêmement plaisir. Alors qu'on est à bord de la Benetton Ford B194, un moteur Ford V8 ZTEC R avec la vitesse de Schumacher affichée à droite sur votre écran. On écoute un petit peu le V8. Et ça tourne rond, hein. On a vu que Schumacher virait dans le virage le plus serré du circuit à 79 km/h. C'est la vitesse la plus basse de tout le tracé. C'est ce que nous avons constaté hier et avant-hier durant les essais. Moins de 90 km/h. On est dans le 69e tour de course. Il en reste par conséquent 2 pour Schumacher qui n'est pas loin de toucher des doigts le bonheur avec
je lui souhaite en tout cas une victoire qui serait absolument formidable pour ce garçon, non seulement pour lui, mais pour son équipe, qui nous donne un renouveau extraordinaire sur le monde des Grands Prix. De voir cette Benetton Ford caracoler en tête et à la régulière, s'il vous plaît, ce qui n'a pas été le cas véritablement des deux premières victoires de Michael Schumacher, eh bien ça fait vraiment chaud au cœur. Schumacher, il livre ici son 39e Grand Prix. Vous voyez qu'il est encore très frais et pourtant c'est déjà un garçon solide et qui fait partie du paysage de la Formule 1. Il a 2 victoires à son actif, 7 meilleurs tours en course, il a acquis 109 points et sa dernière victoire, vous vous en souvenez, j'en suis sûr, c'était au Grand Prix du Portugal en 1993. Johnny Schumacher, très aimé de la colonie française. C'est un garçon sympathique, souriant, toujours heureux de fêter une place à l'arrivée. Quand il est sur le podium, on se souvient de ses manifestations de joie. L'année dernière, il a accédé au podium une bonne dizaine de fois, 2e, 3e, une fois 1er. Et à chaque fois, pour lui, c'est une fête. Il est sur le podium, il n'a pas gagné, mais il est dans les 3 meilleurs. Il est content, il est heureux, il est joyeux et ça fait plaisir à tout le monde de voir des garçons naturels s'exprimer comme ça, laisser aller leur nature. Je vais également demander son opinion à Alain, qui je crois l'aime beaucoup proche, que vous connaissez bien Schumacher. Oui, moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. D'abord c'est un grand sportif, il fait beaucoup de sport en dehors de la Formule 1 et naturellement j'aime ceux qui font du sport. Ils ont une mentalité toujours un peu différente et comme l'a dit Johnny, c'est quelqu'un de très joyeux, toujours très réglo en plus sur la piste, très dur mais très réglo et en dehors c'est un compagnon charmant. Mais je crois qu'en dehors de ça aujourd'hui il a fait une course fabuleuse. Il mérite vraiment la victoire. Il n'a pas fait d'erreur, contrairement à Ayrton. Il a dominé aussi sur le plan de la performance. Et si la Benetton avec le moteur Ford est capable de gagner et de rivaliser avec la Williams et le moteur Renault sur ce type de circuit, c'est-à-dire relativement rapide, où la puissance et le couple du moteur est quand même très important, qu'est-ce que ça va être sur des circuits un peu moins favorables pour la Williams? Donc je dirais que la logique l'a emporté aujourd'hui. Un avantage certainement au niveau du châssis et Williams Renault devront travailler beaucoup. À mon avis, personnellement, je pense que Senna reste le favori logique du championnat, mais c'est un coup au moral porté aujourd'hui par Benetton et Schumacher. Voilà Schumacher qui va rentrer dans son dernier tour, effectivement, avec Damon Hill. Voilà, un tour. Damon Hill en 2e position. Alesi en 3e position. Barrichello, il est toujours à 11 secondes d'Alesi. Et puis, devinez qui est en 5e position? Katayama. Le Japon doit tomber à la renverse. Katayama va marquer 2 points. Et je peux même vous dire que ce sont ses 2 premiers points au championnat du monde depuis qu'il court. Katayama, il a débuté en Afrique du Sud en 1992 et le 6e est Karl Wendlinger. Johnny nous a parlé du bruit de batteuse de son moteur tout à l'heure. Bah oui, il en paye les pots cassés. Et le 7e est Herbert. Michael Schumacher maintenant à quelques mètres, quelques centaines de mètres encore du bonheur pour ce pilote vraiment flamboyant et puis pour cette écurie Benetton, je vous le répète, très apprécié dans le milieu des Grands Prix car véritablement européenne, aussi bien dans ses pilotes, son écurie, son management. On compte des Espagnols, des Italiens, des Anglais, des Américains et c'est vraiment un pilote allemand naturellement, puis un pilote hollandais pour l'instant. Il y aura un Finlandais plus tard. C'est une équipe qui réunit un grand consensus autour d'elle. Schumacher bientôt couronné. Pierre. Je suis sur le muret, c'est Benetton et c'est la victoire. Flavio Briatore aperçoit la voiture de Schumacher qui franchit la ligne d'arrivée. Bravo, il a frôlé les stands. Une réaction rapide de Flavio Briatore, Pierre. Oui, il est dans les bras de John Villadelpha, le team manager. Toute l'équipe évidemment a les larmes aux yeux. Je le comprends. Alors que Damon Hill maintenant passe la ligne en 2e position. Le classement de ce Grand Prix du Brésil qui a donné le coup d'envoi de la saison 1994 des Grands Prix. Et voilà le 3e, Jean Alesi, qui va monter sur le podium. Plus que quelques mètres pour Jean. Un Schumacher sur la Benetton Ford, 2 Damon Hill sur la Williams Renault.
nationaux. 3 Jean Alesi sur la Ferrari, le voilà. 4 Rubens Barrichello, 5 Katayama, 6 Wendlinger. On se retrouve dans quelques instants pour le podium, les temps forts de la course et l'analyse d'Alain Prost. A tout de suite pour le podium. Si les supporters brésiliens et allemands de Michael Schumacher, et que ici Rubens Barrichello regagne lui son stand à pied, il est en 4e position. Voici le podium de Schumacher qui n'y croit pas au centre, de Jean Alesi qui était très ému tout à l'heure et qui l'est encore, et peut-être Damon Hill qui à gauche sur votre écran est peut-être un peu Marie. Voici maintenant les hymnes nationaux, donc silence. Une forte émotion au pied du podium, Jean-Louis, une victoire très populaire ici. Énorme, oui, je vois Schumacher au bord des larmes, alors qu'ici, il y a un certain nombre de supporters. On a vu tout à l'heure Flavio Briatore, le patron de l'écurie Benetton, lui aussi avec, vous l'avez dit Pierre, les yeux embués. Regardez Jean Alesi, c'est vraiment un très très beau podium parce que c'est un podium, je dirais, c'est les nouveaux qui sont là. C'est les nouveaux, c'est le sang frais de la Formule 1. Peut-être que Damon Hill est un peu plus âgé, peut-être qu'il n'est pas tout à fait de la trempe des deux autres. En tout cas, c'est un podium avec de nouvelles têtes. Alain, ça vous inspire quand même une toute petite remarque, ça? Une remarque en ce qui concerne, oui, les 3 pilotes, c'est vrai. Une petite remarque pour Schumacher. Pour moi, c'est sa plus belle victoire, c'est sa consécration aujourd'hui. C'est un peu la consécration pour Benetton, dans la mesure où c'est le premier Grand Prix. Psychologiquement, ils vont prendre quand même un petit ascendant, même s'il ne dure que 3 semaines, c'est toujours important. Ça permet aux gens à l'intérieur de l'atelier, de l'usine, de se motiver pour le prochain Grand Prix. Et comme je disais tout à l'heure, c'est quand même un coup au moral pour l'équipe favorite du championnat, c'est-à-dire Williams, qui a dû s'apercevoir aujourd'hui que Schumacher est vraiment le pilote des années 90 et que leur châssis est un petit peu inférieur à celui des Benetton, peut-être même très inférieur, même avec un moteur plus puissant. Alors que maintenant nous assistons à la course des bulles à travers le podium, avec ces publicités en bas qui disent MyZoom pour le Brésil, ça veut dire un de plus, le Brésil en avant. Schumacher, oui, très très ému, mais surtout très heureux, vous l'avez remarqué. Et bien sûr, c'est, je le disais, ce podium vraiment avec ces nouvelles têtes, il faut les appeler comme ça. Alors que le classement du championnat du monde maintenant s'établit comme suit, c'est 10 points pour Michael Schumacher, 6 pour Hill, 4 pour Alesi, 3 pour Barrichello, 2 pour Katayama et 1 point pour Wendlinger. Voilà, c'est écrit sur votre écran. Quant à nous, eh bien, derrière ce classement, je vous rappelle que c'est Herbert qui est en 7e position. Et puis 8e Martini, 9e Comas, qui est le 2e français derrière Alesi, avec la Larousse à moteur Ford, le 10e est Lamy, le 11e Panis, le 12e Brabham. Les rendez-vous, eh bien, ce sera lundi soir dans la F1 Magazine avec Catherine Pic, dimanche prochain dans Automoto avec Jean-Louis Bernardelli, et quant à nous, le prochain Grand Prix, le Pacifique, le 17 avril, c'est donc dans 3 semaines au Japon. Au revoir à tous.